Charles de Gaulle était le genre d'homme qui faisait tourner les têtes. Du haut de son 1,90 m, il dominait ses contemporains. Avec son allure royale et son regard ferme, il dégageait un air de confiance en soi. Tout au long de sa vie, son amour indéfectible pour la France et sa détermination à réparer les erreurs du passé ont fait de lui un héros de la résistance et l'un des plus grands hommes d'État de la République française. Dans la biographie d'aujourd'hui, on examine la vie bien remplie de Charles de Gaulle. Charles-André-Joseph-Marie de Gaulle naît le 22 octobre 1890. Il est le troisième des 5 enfants d'Henri et de Jeanne de Gaulle. Henri est un militaire qui a participé à la guerre franco-prussienne. À la naissance de son deuxième fils, il est enseignant dans une école catholique de la région industrielle française de Lille. Peu après la naissance de Charles, la famille déménage à Paris où Henri prend la direction du collège jésuite de l'Immaculée Conception. Henri est un passionné d'histoire et de la gloire de la France. Les nuits dans la maison de Gaulle sont souvent passées avec les enfants rassemblés autour de leur père pour l'écouter, leur raconter l'histoire du pays et le rôle que leurs ancêtres y ont joué. Charles se souviendra plus tard des histoires que son père leur racontait sur leur ancêtre le plus célèbre, seul Jean de Gaulle, un chevalier qui avait combattu les Anglais à la bataille d'Agincourt. L'histoire glorieuse de la nation que Charles apprend aux pieds de son père s'accompagne d'une méfiance à l'égard de l'ennemi naturel du pays, les Britanniques. Henri ne permet pas à ses enfants d'apprendre la langue anglaise. La mère de Charles, Jeanne, aimait son pays plus que son mari. Charles dira plus tard qu'elle avait un amour intransigeant pour son pays égal à sa piété religieuse. La défaite de la France à la bataille de Sedan en 1870, lors de la guerre franco-prussienne, est une source d'humiliation pour tous les patriotes français, y compris les de Gaulle. Ils brûlaient du désir de venger la honte qui s'était abattue sur leur nation autrefois puissante. Henri les emmène régulièrement au cimetière du Bourget et leur fait lire à haute voix l'inscription Aux morts de 1870. L'épée de la France brisée entre leurs mains vaillantes sera à nouveau réformée par leurs descendants. Même s'il n'était pas le plus intelligent des 5 enfants de Gaulle, Charles était leur chef naturel. Il a une attitude expiègle et dominatrice et organise toujours une blague à l'encontre de l'un de ses frères et sœurs. Vers l'âge de 6 ans, il invente sa propre langue, qui consiste à parler le français à l'envers. Il oblige ses frères et sœurs à l'apprendre. Ils s'y opposent naturellement, mais son insistance porte ses fruits et ils l'apprennent tous couramment. C'est un signe précoce de la détermination et de la force de caractère persistante qui caractérise Charles à l'âge adulte. Comme la plupart des garçons français, Charles aimait jouer aux soldats. Cependant, lorsque lui et ses frères alignaient leurs maquettes d'armée sur le sol de leur chambre, ils faisaient preuve d'un sérieux et d'une intensité qui allaient bien au-delà d'un simple jeu d'enfant. Il insistait toujours pour représenter l'armée française et devenait froid et impassible pendant les jeux de guerre alors qu'il mettait toute son énergie à vaincre l'ennemi. Charles fréquente le collège des Jésuites, dont son père est le directeur. C'est un élève passionné qui aime lire et s'intéresse très tôt à la philosophie. Dès l'âge de 10 ans, il décide de poursuivre une vie militaire. À partir de ce moment-là, Charles n'a plus qu'une idée en tête, l'armée. À l'âge de 15 ans, il rédige une dissertation dans laquelle il se projette en 1930 où, en tant que général de Gaulle, il dirige l'armée française pour vaincre les Allemands, prenant enfin sa revanche sur la défaite de 1870. Charles est déterminé à obtenir une place à l'Académie militaire de Saint-Cyr. Son travail acharné à l'école porte ses fruits et il est admis à l'Académie en 1909. Cependant, les futurs officiers doivent servir 1 an dans les rangs avant d'entrer à l'école d'officiers. En octobre 1909, il est donc enrôlé dans le 33e régiment d'infanterie stationné à Arras. 4 mois plus tard, il obtient sa première promotion au grade de caporal. Il est d'usage qu'un aspirant officier atteigne le grade de sergent au cours de la première année, mais le commandant de la compagnie de Gaulle, le capitaine Tuggy, refuse de lui accorder ce grade. Lorsqu'on lui demande pourquoi il n'a pas été promu, Tuggy répond « Voulez-vous que je nomme sergent un garçon qui ne serait à l'aise que comme grand gendarme ?» En se remémorant cette période passée au sein du 33e régiment d'infanterie, De Gaulle fera plus tard la remarque ironique que la leçon la plus précieuse qu'il avait tirée de sa première année dans les rangs
était que si l'on faisait exactement le contraire de ce que les sous-officiers nous demandaient de faire, on s'en sortait assez bien. Il entre à l'Académie militaire de Saint-Cyr à l'automne 1910. Il se fait rapidement une réputation de dandy arrogant à l'air supérieur. Deux surnoms lui sont alors accordés rapidement, le Grand Charles et la Grande Asperge. Cette dernière fait référence à sa stature, forcément. Du haut de ses 1,96 m, il dominait pratiquement tous ceux qu'il rencontrait. L'un de ses camarades de classe était le futur général Bétoir, commandant des troupes françaises lors de la bataille de Norvège dans les années 1940. Il se souvient de Gaulle comme d'un étudiant médiocre et qui avait peu d'amis. Le fait qu'il soit sorti 13e sur 211 en 1912 semble indiquer qu'il était un peu plus que médiocre. On s'attendait à ce qu'un jeune homme de l'ambition de Gaulle soit choisi pour rejoindre un régiment de cavalerie, car c'était traditionnellement la voie la plus rapide pour gravir les échelons. Cependant, Charles est déjà parvenu à la conclusion que l'époque du soldat à cheval était révolue. Il pensait que les guerres futures seraient gagnées par l'infanterie. Il décide donc de réintégrer le 33e régiment d'infanterie à Arras. De Gaulle passe les 2 années suivantes à apprendre le métier d'officier de l'armée. Il ne faut pas longtemps à cet officier longiligne pour faire impression dans la ville d'Arras. Les têtes se tournent sur son passage, les gens étant captivés par sa taille extraordinaire et son allure royale. Pourtant, sa nature plutôt caustique et froide rebute plus que son apparence impressionnante n'attire. Peu de temps après l'arrivée de Gaulle à Arras, le 33e reçoit un nouveau commandant, le colonel Philippe Pétain. Charles éprouve un grand respect pour Pétain. Dans ses mémoires, il écrit: Mon premier colonel, Pétain, m'a appris l'art du commandement. Pétain est également impressionné par De Gaulle. En octobre 1913, il recommande sa première promotion au grade de premier lieutenant. Lorsque la guerre éclate en août 1914, le 33e régiment d'infanterie, qui fait partie de la 5e armée française, est déployé à Dinant afin d'arrêter l'avancée allemande dans cette région. De Gaulle entre immédiatement en action et son premier engagement, le 15 août, est la bataille de Dinant. Il est blessé au genou et envoyé à l'hôpital pour se rétablir. Lorsqu'il retourne au régiment, beaucoup de ses hommes et de ses camarades, officiers, sont morts. 2 mois plus tard, il est promu adjudant régimentaire. Le 33e régiment d'infanterie est devenu célèbre pour sa capacité à ramper dans le no man's land afin d'espionner l'ennemi. Les renseignements recueillis grâce à ce travail valent à De Gaulle la Croix de guerre. En février 1915, il est promu capitaine. Le mois suivant, une blessure anodine à la main s'infecte et l'immobilise pour les 4 mois suivants. Au cours de la bataille de Verdun, en mars 1916, De Gaulle est blessé à la cuisse gauche par une baïonnette, puis capturé après s'être évanoui sous l'effet des gaz toxiques. De Gaulle passe le reste de la guerre dans un camp de prisonniers de guerre allemands. Il tente de s'évader à 5 reprises. Il a tenté de s'échapper en se cachant dans un panier à linge, en creusant un tunnel, en creusant un trou à travers un mur et même en se faisant passer pour une infirmière afin de tromper les gardes. Dans les lettres qu'il a écrites à ses parents pendant sa captivité, il a exprimé sa grande frustration de ne pas pouvoir participer plus longtemps à l'effort de guerre. Il se dit cocufié et tombe dans un état dépressif. Après l'armistice de 1918, il est libéré et retourne chez ses parents en Dordogne, dans le sud de la France. Au début de l'année 1920, De Gaulle est affecté en Pologne dans le cadre de la mission militaire française en Pologne. Il y sert d'instructeur auprès de l'infanterie polonaise. Il sert avec distinction, obtient le grade de major dans l'armée polonaise et se voit décerner la Distinguished Virtuti Militari, la plus haute décoration militaire polonaise. Il rentre en France en 1921 et passe 1 an comme professeur d'histoire militaire à l'Académie de Saint-Cyr. Il passe ensuite 2 ans à l'école militaire de Paris. Il obtient le grade d'assez bien et est affecté dans la région de la Rhénanie, en Allemagne, sous l'occupation française. Au milieu des années 1920, De Gaulle travaille comme rédacteur pour son ancien commandant à Arras, le désormais maréchal Pétain. En 1926, cependant, les deux hommes se brouillent à propos d'un livre sur l'histoire du soldat que De Gaulle a écrit, intitulé Le soldat. En octobre de la même année, il retourne outre-Rhin pour y prendre ses fonctions militaires.
En 1927, après une douzaine d'années dans l'armée, De Gaulle est promu commandant. Il est alors affecté aux forces d'occupation à Trèves, en Allemagne, à la tête du 19e bataillon de chasseurs à pied, un bataillon d'infanterie légère. De Gaulle est un chef de guerre dur avec ses soldats, les poussant souvent au-delà du raisonnable. Un jour, il s'est attiré les foudres des autorités pour avoir jeté en prison un soldat qui avait exercé son droit de recours auprès de son député pour obtenir une mutation dans une unité moins exigeante. Bien qu'il se soit brouillé avec Pétain, il fait appel à son ancien commandant pour le sortir du pétrin. Avec la fin de l'occupation alliée en Rhénanie en 1929, De Gaulle est affecté au Liban et en Syrie. Il y sert avec distinction et son commandant lui adresse une impressionnante recommandation à son retour en France en 1931. Il est alors affecté au secrétariat général du Conseil supérieur de la guerre basé à Paris. Son poste est celui d'officier rédacteur. Pendant les 6 années qui suivent, De Gaulle acquiert une expérience précieuse de la bureaucratie militaire. Au cours de cette période, il collabore avec des représentants du gouvernement à la rédaction de projets de loi relatifs à l'armée. Il travaille à un projet de loi sur l'organisation de la France en cas de guerre, mais celui-ci n'est pas adopté par le Sénat. Tout au long de cette période, De Gaulle n'hésite pas à exprimer son opinion sur les préparatifs militaires de la France dans l'éventualité d'une nouvelle guerre européenne. Il considère que la ligne de fortification connue sous le nom de ligne Maginot, pour laquelle des milliards de dollars sont dépensés, est un effort inutile. Plutôt que de se concentrer sur une position défensive, il soutient que les Français doivent être proactifs en menant une guerre mécanisée et rapide. En 1934, il écrit un livre intitulé Vers une armée professionnelle. Il y expose ses projets pour la future armée française avec 100 000 hommes et 3 000 chars d'assaut. En 1937, De Gaulle se rapproche de cette ambition en prenant le commandement du 507e régiment de chars d'assaut. En présentant le char comme la clé du succès de l'infanterie française, il devient une figure connue dans tout le pays. Les gens l'appellent Colonel Motors. Lorsque la France déclare la guerre à l'Allemagne en septembre 1939, De Gaulle se voit confier le commandement des 5 bataillons de chars de la 5e armée, équipés pour la plupart de chars légers R-35. Au début de l'année 1940, il fait pression pour obtenir le poste de secrétaire général du Conseil de guerre, le principal conseiller militaire du gouvernement, mais sa candidature n'est pas retenue. Vers la fin du mois de mars 1940, De Gaulle se voit confier le commandement de la 4e division blindée, nouvellement créée. Avec l'attaque allemande du 10 mai, la 4e division blindée entre en action. Le 17 mai, elle rencontre les Allemands au Mont Corneille. C'est un désastre pour De Gaulle. 23 de ses 90 chars sont détruits par des mines, des armes anti-chars, des bombardiers en piqué et des avions d'attaque au sol. 2 jours plus tard, sa division renforcée est décimée une seconde fois. Bien qu'il ait reçu l'ordre de se retirer, il a continué à se battre, demandant encore plus de renforts. Bien que cette demande lui soit refusée, il parvient à repousser les Allemands jusqu'à Caumont, mais ce n'est qu'un répit temporaire. Le 20 mai, De Gaulle commence à battre en retraite face à l'avancée irrésistible des Allemands. Le 23 mai, il est promu général de brigade. Le 28 mai, il mène une attaque contre une tête de pont allemande à Abbeville qui permet de capturer quelques 400 prisonniers. Au début du mois de juin, De Gaulle est rappelé à Paris, où on lui propose le poste de sous-secrétaire d'État à la Défense nationale et à la guerre, qu'il accepte. Le 8 juin, il rencontre le commandant en chef des armées, Weygand, qui s'apprête à annoncer la capitulation française. Lorsque De Gaulle tente de le convaincre de continuer à se battre, Weygand rit de façon désespérée. Le lendemain, De Gaulle s'envole pour Londres, où il rencontre pour la première fois le Premier ministre britannique Winston Churchill. Sa tentative de convaincre Churchill d'engager davantage de chasseurs de la RAF, Royal Air Force, dans la bataille pour la France reste lettre morte. De retour à Paris, il veut défendre la ville jusqu'au dernier homme, mais Weygand a d'autres idées. Le gouvernement est transféré à Tours, où une série de réunions avec des responsables britanniques sont organisées. Au cours de ces réunions, la détermination combative de De Gaulle impressionne les Britanniques, contrastant fortement avec les autres dirigeants français. Le 6 juin, De Gaulle est de retour à Londres, où il discute de la logistique d'un retrait des troupes vers l'Afrique du Nord française. Lorsqu'il rentre en France plus tard dans la journée,
Il découvre que le Premier ministre Reynaud a démissionné pour être remplacé par le maréchal Pétain, qui a l'intention de signer un armistice avec les Allemands. De Gaulle fuit alors la France pour Londres, avant la prise du pouvoir par les Allemands. Le 18 juin, Churchill lui offre un temps d'antenne sur les ondes de la BBC pour s'adresser au peuple français. Dans son discours, De Gaulle encourage ses compatriotes à faire preuve de courage pendant l'occupation et à y résister du mieux qu'ils peuvent. Le lendemain, il prononce un autre discours. Cette fois, il se montre plus critique à l'égard du gouvernement Pétain, qu'il dénonce comme illégitime. Le 22 juin, après la signature de l'armistice, De Gaulle reprend la parole à la BBC. Il dénonce la capitulation et déclare à nouveau le gouvernement français illégitime. Le 28 juin, le gouvernement britannique reconnaît De Gaulle comme chef de la France libre. Son gouvernement en exil se compose de 3 colonels, 12 capitaines et 3 bataillons de légionnaires. Au cours des mois suivants, l'arme principale de Gaulle est la radio de la BBC. 3 fois par mois en moyenne, il dénonce le gouvernement d'occupation basé à Vichy et exhorte les Français à résister à l'occupation. Le gouvernement de Pétain condamne De Gaulle à mort par contumace. Tout au long des années de guerre, De Gaulle a pu lentement mettre sur pied l'armée française libre. Le 21 avril 1943, il monte à bord d'un avion en route pour l'Écosse afin d'inspecter sa marine. L'avion manque de s'écraser au décollage et l'on découvre plus tard qu'il a été saboté à l'aide d'acide. En mai 1943, De Gaulle transfère son quartier général à Alger, où il prend la tête du Comité français de libération nationale. Il participe à la planification de l'invasion du jour J, bien que les Américains et les Britanniques soient de plus en plus frustrés par son insistance sur le fait qu'il est le dirigeant légitime de la France. Il rentre en Grande-Bretagne le 4 juin 1944, date à laquelle Churchill lui demande de s'adresser au peuple français sur les ondes de la BBC en prévision de l'invasion alliée. Cependant, le texte qui lui est remis ne le reconnaît pas comme le dirigeant légitime par intérim de la France, et il refuse de le prononcer. Après le débarquement du 6 juin 1944, l'armée française libre, sous la direction du général de Lattre de Tassigny, débarque dans le sud de la France et contribue à repousser les Allemands. Le 14 juin, De Gaulle rentre en France. Parcourant les villes normandes nouvellement libérées, il est bien accueilli par les habitants. Il établit la capitale de la France libre à Bayeux, puis se rend à Rome, où il rencontre le nouveau gouvernement italien. De là, il se rend à Washington pour sa première rencontre avec le président Roosevelt. La visite est tendue, Roosevelt n'accordant pas les privilèges habituels d'un chef d'État en visite. De Gaulle insiste pour que les Alliés privatisent la libération de Paris, craignant une prise de pouvoir par les communistes. Mais il n'y avait pas de priorité stratégique pour les Alliés de se concentrer sur Paris. Néanmoins, grâce à l'insistance de Gaulle, le commandant suprême des forces alliées, Dwight Eisenhower, accepte de donner la priorité à Paris pour des raisons humanitaires et symboliques. Il autorise également l'armée française libre à être la première à entrer dans la capitale française. Le samedi 26 août, De Gaulle entre dans Paris lors d'une marche triomphale sur les Champs-Élysées. Alors que le cortège se dirige vers la cathédrale Notre-Dame, il est la cible de tirs de mitrailleuses de la part de la milice du gouvernement de Vichy. Un journaliste de la BBC présent sur place note l'attitude de Gaulle qui s'avance avec assurance. Le général de Gaulle a marché droit devant lui dans ce qui m'a semblé être une grêle de tirs. Mais il a foncé, sans hésiter. Il a rejeté ses épaules en arrière et s'est avancé dans l'allée centrale alors même que les balles pleuvaient autour de lui. C'est l'exemple de courage le plus extraordinaire que j'ai jamais vu de ma vie. Arrivé dans le grand hall de l'hôtel de ville, De Gaulle prend la parole devant une foule en délire. Son message inspirant comprend les mots suivants. Paris. Paris indigné, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par elle-même, libéré par son peuple, avec l'aide des armées de la France, avec le soutien et l'aide de la France tout entière. L'ennemi vacille, mais il n'est pas encore vaincu, il est encore sur notre sol. Il ne suffira pas que nous l'ayons chassé de chez nous, avec l'aide de nos chers et admirables alliés, pour être satisfaits de ce qui s'est passé. Nous voulons entrer sur son territoire comme il se doit, en conquérant. C'est pour cette revanche, cette vengeance et cette justice que nous continuerons à nous battre jusqu'au dernier jour
jusqu'au jour de la victoire totale et complète. Avec son entrée audacieuse et triomphale dans Paris, De Gaulle gagne le respect du monde entier. Dans les jours qui suivent, les dirigeants alliés font des déclarations reconnaissant son gouvernement comme le dirigeant légitime de la France. Le gouvernement provisoire de la République française est établi le 10 septembre 1944. De Gaulle entreprend alors un tour du pays. Dans chaque ville, il se mêle librement à la foule sans se soucier de sa propre sécurité. Vers la fin de l'année 1944, une épuration légale est mise en place pour punir les traîtres à l'occupation et faire disparaître les derniers vestiges du gouvernement de Vichy. Au cours de cette épuration, environ 2000 personnes sont condamnées à mort. De Gaulle commue environ 1000 de ces peines. En mai 1945, les Allemands se rendent et signent un armistice avec la France à Berlin. Cependant, le jour même de la proclamation de la victoire en Europe, le 8 mai, des émeutes éclatent en Tunisie française. 12 jours plus tard, l'artillerie française tire sur des manifestants à Damas, faisant des centaines de morts. Cet événement met à bas les relations toujours tendues entre De Gaulle et Churchill. Churchill déclare que De Gaulle est un grand danger pour la paix et la Grande-Bretagne. L'Assemblée constituante française élit à l'unanimité De Gaulle à la tête du gouvernement français le 13 novembre 1945. Après 2 mois de lutte contre les communistes au sein de son gouvernement, il démissionne brusquement et forme le Rassemblement du peuple français de droite. Il pense que sa popularité en tant que héros de guerre le ramènera au pouvoir, mais ce pari n'est pas gagné. Après 3 ans d'errance politique, il abandonne le parti et la politique. De Gaulle se retire alors de la vie publique pour écrire ses mémoires. En 1958, une crise en Algérie le ramène à la politique. Le Front de libération nationale algérien mène une guerre pour l'indépendance et De Gaulle est perçu comme le type de dirigeant national fort capable de l'écraser. Il revient à la présidence et recourt à la force brutale pour mater les rebelles. Mais ces méthodes brutales se sont retournées contre lui. Le peuple algérien s'est rapproché de l'indépendance, tandis que le gouvernement français était condamné dans le monde entier. Sous la pression intense de son propre pays et de l'étranger, De Gaulle a finalement accordé l'indépendance à l'ensemble des 13 colonies africaines françaises en 1962. Alors que la guerre froide se développe, De Gaulle préconise le développement d'un arsenal nucléaire français. Le pays est devenu la 4e puissance nucléaire mondiale en février 1960. 3 ans plus tard, De Gaulle refuse de signer le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires. En 1965, il est réélu pour un second mandat de 7 ans à la présidence de la République française. Il dirige son gouvernement et son pays de manière autoritaire et dogmatique, ce qui lui vaut de nombreuses critiques. Au début de l'année 1969, il demande un référendum national sur la réforme du Sénat. Lorsque sa proposition est rejetée par le peuple, il présente sa démission, donnant suite à une promesse télévisée faite 2 jours avant le référendum. À l'âge de 78 ans, après une vie publique extraordinairement remplie, De Gaulle se retire pour rédiger une version actualisée de ses mémoires. Il meurt subitement, le 9 novembre 1970, en regardant la télévision. Il se plaint à sa femme d'une douleur au cou, puis s'effondre sur le sol. Il meurt quelques minutes plus tard. L'autopsie a révélé qu'il avait souffert d'une rupture d'un vaisseau sanguin. Les obsèques de Charles de Gaulle, le 12 novembre 1970, ont été les plus importantes de l'histoire de France. Aujourd'hui, il figure aux côtés de Napoléon parmi les plus grands dirigeants français. Merci d'avoir écouté cette vidéo et pour ne pas manquer les suivantes, abonne-toi et d'ici là, on se dit à une prochaine.